Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore pour une nouvelle semaine d'émission. Nous sommes donc dans l'émission Talk Talk, le premier numéro de la semaine pour ce lundi. Nous avons en studio, comme d'habitude, deux confrères. Le premier a pour nom Loïc Lawson, il est directeur de publication du journal Flambeau des démocrates. Bonjour Loïc. Bonjour Junior et bonjour aux téléspectateurs. Ok. Merci d'avoir en studio ce matin. Notre second invité, confrère, il a pour nom Carlos Quetaou, c'est un habitué de la maison. Merci Carlos. Merci Junior, bonjour, bonne fête de Pentecôte à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectateurs. Merci souvent pour la promptitude avec laquelle tu réponds à nos invitations, même si on te prend à me lever. Merci pour tout. Alors mesdames, messieurs, avec les confrères, on va essayer de parcourir les sujets qui font l'actualité ces derniers jours ici au Togo. Dans la deuxième partie, nous aurons comme invité le professeur Magloire Kwakoubi. Il est professeur de philosophie de la Université du Togo et aussi le président diocésain de la commission justice et paix de l'église catholique. Donc tout à l'heure on va la voir dans la deuxième partie. Bon, aujourd'hui il n'y a pas les journaux de l'école, c'est un jour férié. On entame directement la première partie avec le premier sujet. C'est le sujet de la nomination d'un nouveau directeur général à la tête de la SALT mercredi dernier. Alors l'information nous est parvenue par les réseaux sociaux, et Akrima Kogoué, le tout-puissant directeur général de la SALT, a été débarqué après 20 ans de service passé à ce poste. D'abord, comment réagissez-vous à ce remplacement de M. Akrima Kogoué? Oui, vous savez que tard vaut mieux que jamais. Et la presse et l'opinion nationale, les partenaires ont eu à déplorer cette longévité, ou bien la longévité à la tête d'un certain nombre de sociétés d'État. Et vous savez que l'usure du pouvoir entraîne des défaillances certaines au niveau des institutions qui sont dirigées par certains hommes qui passent le plus grand temps à la tête de ces institutions. Et nous avons toujours tiré la sonnette d'alarme sur les dégâts que la longévité au niveau de la société aéroportuaire de Lomé pourrait causer. Bon, heureusement, comme je le disais, tard vaut mieux que jamais. Après 20 ans, après peut-être 10 ans de négociation et de dénonciation, on en est arrivé à son remplacement. Et au niveau de la presse, nous ne ferions que saluer cette décision, même si elle est venue très tardivement, parce que ça rentre dans le cadre de la bonne gouvernance, des réformes qui puissent permettre une certaine transparence, une bonne gouvernance au niveau des sociétés d'État. C'est un pas, oui, mais il en reste encore parce que il y a d'autres directeurs généraux qui continuent de briller à la tête de certaines institutions après plusieurs années. Et je pense que le chef de l'État est avisé, il pourra prendre ses responsabilités et écouter l'opinion et la presse qui l'interpelle sur ces sujets. Loïc Lawson, je vous renvoie la même question. Comment réagissez-vous au remplacement de Akrima Kogoué à la tête de la SALT? Il a fait environ 20 ans là-bas. Oui, mais écoutez, la réaction, elle est égale à celle qui prévaut au niveau de la population ou sur les réseaux sociaux. On a tous été contents de ce départ, pas parce qu'on n'aime pas Akrima Kogoué, mais tout simplement parce que nous pensions que, à force de durer à un poste, l'usure finit par arriver, et quand il y a l'usure, on n'arrive plus à être inspiré, le management n'est plus le même, on n'est plus inspiré pour bien gérer ou bien pour prendre les bonnes décisions, parce qu'à un moment on confond la société avec sa propriété privée, à sa propriété privée, et on en fait ce qu'on veut, on devient tout puissant, et personne dans la boîte ne peut même vous faire des propositions que vous pouvez accepter. Donc la longévité, 20 ans à la tête d'une société d'État, c'est des records battus et qu'on trouve très rarement dans des pays, parce que même dans une société d'État, même dans une société privée qui t'appartient, on passe la main. On passe la main et c'est pour ça qu'il y a des actionnaires et on ne peut pas rester aussi longtemps. Parce que quand tu restes longtemps à un poste, j'ai dit, tu confonds la société avec ta propre entreprise ou ton domicile. Et c'est pour ça que nous avons salué ce départ et souhaité au même moment que ça continue parce qu'il est temps qu'on fasse la promotion des jeunes. Il est temps que tous ceux qui ont vieilli à des postes puissent partir pour que d'autres puissent venir. Et le Togo n'est la propriété de personne, encore moins les entreprises d'État. Donc, on doit promouvoir les jeunes, leur permettre de faire leurs preuves et d'avoir d'expérience. Donc, bravo au chef de l'État pour cette initiative, bravo à il le faut, mais il doit continuer parce que il ne faut pas faire un coup et puis
Voilà, il faut isoler. Il faut continuer parce qu'il faut ratisser large et permettre aux jeunes de rêver. Justement, Clément Koukou s'en va et il est remplacé par un jeune de la quarantaine. Il a été formé dans les grandes universités européennes, nous dit-on. Il s'appelle Malik Nachaba. Alors, comment réagissez-vous donc à la nomination de Malik Nachaba, un jeune qui était jusqu'à présent conseiller juridique du chef de l'État? Je peux t'assurer que je connais pas le monsieur, mais je suis très content. Que ce soit en tout cas un jeune. Moi, la tête de la personne ne m'intéresse pas, ni son patronyme. Est-ce qu'il a les compétences nécessaires? Oui. C'est un jeune qu'on a promu? Oui. Maintenant, avec les risques, parce qu'il n'a pas fait il a des grands diplômes, mais il n'a pas fait ses expériences dans des entreprises où il a commencé comme peut-être simple employé, chef de service, où il a acquis l'expérience. Moi, je trouve il a fait l'administration, il a fait l'ENA à Paris. Oui, il a fait l'ENA à Paris, mais quand on fait l'ENA à Paris, on ne sort pas et puis tout de suite on est bombardé à un poste de cette... comment vous appelez ça? La salle n'est pas petite affaire. Maintenant, j'ose croire qu'il va, avec les conseils autour de lui, pouvoir imprimer une nouvelle dynamique à cette entreprise et montrer à ceux qui pensent qu'il est trop jeune pour occuper une si grande entreprise que les jeunes peuvent faire mieux. Et pour ça, j'ai dit, et ça va permettre, je te dis, ça va permettre à d'autres jeunes dans la boîte de pouvoir croire en l'avenir, de se dire c'est possible, qu'on doit bosser. Et qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là, qui est comme nous, et il peut mieux nous écouter, mieux comprendre nos propositions. Donc moi, je dis, c'est une bonne chose, vivement, que d'autres Malik Nachaba, et parce qu'il y en a plein de seuls au Togo, puissent aussi être considérés et être nommés à des postes de responsabilité. Parce que pour moi, les jeunes doivent rêver. Tu sais, un jeune comme ça, d'à peine 38, 39 ou 40 ans, comme tu dis, qu'on nomme à ce poste, ça donne envie. Quand tu es jeune et que tu vois ça, ça donne envie de travailler, de bosser et de pouvoir un jour aussi penser à venir à ces genres de postes de responsabilité. Donc moi, je dis bon vent à lui, je lui souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès et j'espère que dans 6 mois ou dans 1 an, et ce qu'il va apporter comme touche à la SALT, tout le monde va le remarquer et que la SALT va, les chiffres d'affaires, les bénéfices et tout ce qu'on peut, les indices qu'il faut qu'on essaye de voir dans une entreprise pour voir si l'entreprise se porte bien, vont essayer d'être tous au vert au niveau de la SALT et que pour le bonheur du peuple togolais. Alors Carlos, ce que vous dites le profil du nouveau directeur général de la SALT, Malik Nachaba? Malik Nachaba aura été pour moi un illustre inconnu s'il ne portait pas le patronyme Nachaba. Et je sais que dans notre pays, il y a cette façon de récompenser des victimes de désinvolture politique ou peut-être électorale, parce que Nachaba est le fils de Nachaba, l'ancien président de l'Assemblée nationale, celui qui devait être président et qui a été arraisonné à Cotonou après la mort du général Yadema. Il était président de l'Assemblée, donc il n'a pas pu accéder au fauteuil présidentiel. Il est resté dans l'ombre, il ne s'est pas beaucoup agité. Et dans ce genre de situation, logiquement, au Togo, on sait que quand on ne s'agite pas beaucoup, on finit par se faire récompenser. Maintenant que lui-même, peut-être, il n'a pas la capacité physique de pouvoir encore servir comme il faut, il peut rester dans l'ombre en tant que conseiller. Et son fils a été bombardé peut-être pour lui faire un clin d'œil par rapport à la latence qu'il a observée en 2005 à la mort du général Yadema. Ça, c'est le premier profil. Deuxième profil. Okay, rapidement. C'est vrai, Loïc, mon confrère Loïc le disait tout de suite, on ne quitte pas les bancs pour aller directement à la tête d'une grande société comme la société aéroportière de Lomé, où un monsieur a déjà passé 20 ans à organiser ce que la presse a dénoncé comme de véritables malversations qui ont enfoncé la société et qui empoisonnent l'atmosphère socio-humaine, économique de la boîte. Bon, il n'a pas fait ses preuves. Vous savez, dans les grands pays, je ne veux pas aller même dans les grands pays, dans certains pays, quand une société est en train de se voir reformer en matière administrative, on a déjà une idée de ceux qui vont monter. On a déjà une idée de ceux qui vont succéder peut-être au directeur général, au directeur général adjoint. C'est pourquoi en France, quand il y a un remaniement qui est en cours, on sait déjà que tel premier ministre va être affecté à tel niveau, tel ministre de l'Intérieur va être premier ministre. On connaît déjà un peu les profils et les tendances qui puissent permettre de remplacer. Mais conseiller juridique, grand diplôme, ça c'est des gros mots qu'on a toujours entendu au Togo. Mais
je lui accorde le bénéfice du doute. Si M. Malik Nachaba, il peut, après avoir pris fonction, d'abord déblayer le terrain, faire un audit, de façon, c'est l'État qui doit faire l'audit. Quand je veux parler d'audit, c'est que il doit voir le passif, tout ce qui est gâté, tout ce qui est promis, tout ce qui est informé, avant de s'engager avec une certaine influence. Est-ce qu'il a cette influence? Est-ce qu'il a cette capacité à gérer un personnel qui est resté dans une gestion plus ou moins ambiguë? Tout cela, il faudrait qu'il s'arme de responsabilité, d'influence, de capacité, de compétence. Je ne lui connais pas les diplômes qu'on lui vante. C'est à ce niveau-là qu'on va évoluer, qu'on va essayer de le voir. Mais néanmoins, c'est un jeune. Et on ne peut pas dire qu'un jeune qui a été promis à ce poste de responsabilité est une mauvaise chose. Mais il faut également que les autorités togolaises, notamment le chef de l'État, lui donnent les moyens nécessaires pour pouvoir combattre les dernières résistances en matière de gouvernance au niveau de cette institution, afin que la SALT se porte mieux. Nous avons aujourd'hui une nouvelle aérogare. Nous avons un nouveau cliché pour notre aéroport. Il faudrait également qu'il y ait des hommes compétents et qu'il y ait une gestion professionnelle afin que les partenaires qui sont invités de part et d'autre pour venir découvrir notre nouvel aéroport ne soient pas déçus parce qu'il y a un problème de gestion. Alors, j'ai discuté dans le week-end avec un grand financier du Togo qui trouve Malik Nachaba très compétent. Alors, est-ce que selon vous, cela suffit pour qu'il imprime une nouvelle dynamique à l'aéroport international de Lomé? Non, tu sais, l'expérience a prouvé chez nous forcément que ce ne sont pas les grands diplômes qui font les meilleurs managers. Enfin, forcément, on peut être bardé de grands diplômes et passer à côté de la plaque. On a vu des banquiers chevronnés faire couler des banques au Togo. Pourtant, ce n'est pas les diplômes qui ont manqué. Et c'est pour ça, moi, je dis, il faudrait juste, on va lui accorder le bénéfice du doute. Aujourd'hui, ces diplômes parlent en sa faveur. Et c'est pas n'importe qui passe par l'ENA. Et l'administration, c'est pas donné. Et la gestion de l'administration, c'est l'ENA. Il a fait la même école que l'ancien premier ministre Sédem Kodjo. Oui. Et tu sais qu'en France, tous les politiciens, la plupart passent par l'ENA. C'est une école de prestige, une école de renom. Maintenant, c'est à l'œuvre, on connaît l'artisan. Nous, on attend de le voir à l'œuvre, voir qu'est-ce qu'il va faire. On espère qu'il ne se laissera pas influencer par certaines chapelles qui ont des intérêts au sein de la boîte, parce que tu n'es pas sans savoir qu'au Togo aussi, c'est ça qui parfois fait que les jeunes, ou du moins malgré tous les efforts que le gouvernement fait pour essayer de promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, ça ne marche pas parce que tout simplement, tout le système est verrouillé par un réseau. Quand tu prends la SALT, par exemple, avec le départ de Kogoué, avant son départ, mais les services, tous les services que la SALT peut demander, c'est encore le même réseau de Kogoué et ses amis qui... Les journaux l'ont écrit. C'est à eux que, c'est-à-dire, ce sont eux qui prennent ces marchés. Ce qui fait que les jeunes Togolais peuvent beau rêver, créer une entreprise, tout ça. Tu n'auras pas le service. On ne te donnera pas le marché, même si tu as la compétence. Moi, je me dis, j'espère qu'il va se débarrasser de tout cela. Les entreprises qui fournissent des services à la SALT, il essaiera de voir clair dans ça et lancer des appels. Revoir les contrats. Revoir les contrats, permettre aux jeunes entreprises qui sont créées de pouvoir compétir. Et comme ça, on peut permettre à l'économie nationale de respirer. Parce que le problème, c'est que c'est juste les mêmes qui sont nommés à des postes et c'est les mêmes qui ont des entreprises qui fournissent des services. Moi, j'espère que ce jeune qui a fait l'Europe, qui comprend ce qu'on appelle la bonne gouvernance, va nous surprendre. On attend de voir dans 6 mois, dans 1 an, ce qu'il peut apporter. Néanmoins, Carlos a souligné quelque chose qui est important. Il y aura des résistances au sein de la boîte. Parce que quelqu'un qui, pendant 20 ans, dirige une boîte, il a tout son réseau qu'il a. Il a des ramifications. Ah, bien sûr, il a des tentacules, des racines incroyables. Et pour arriver à se dépasser de tout cela, sans compter les pots de banane qu'on peut lui glisser, ça ne serait pas facile. Mais qu'on lui permettra de pouvoir nommer les personnes qu'il peut opposer, qu'il faut pour pouvoir l'aider. Nous, l'essentiel, c'est que l'entreprise fasse des chiffres d'affaires, qu'elle puisse investir dans le budget de l'État comme il se doit, comme participer au budget de l'État comme il se doit, et permettre peut-être à cette entreprise de créer d'autres emplois. C'est possible. Parce que si c'est bien fait, il peut créer encore d'autres emplois pour que les jeunes soient embauchés. Voilà, moi, tout ce que j'attends. On évolue, Carlos. Oui, Akrima Kogoué, dehors,
qu'une des autres indéboulonnables. Ils sont nombreux encore qui sont là, qui ont fait 25 à 30 ans à la tête des sociétés d'État. Oui, Akrima Kogoué, il est dans le même répertoire que Kadanga Wala de la Caisse nationale de sécurité sociale. 15 ans après sa retraite, il trône toujours à la tête de cette institution. La Lonato, M. Pekemsi, 15 ans après la retraite, il est toujours là. Et il y a beaucoup de responsables au niveau des sociétés, mais il faut également voir du côté du gouvernement. Il y a certains ministres qui sont à leur poste depuis 2005-2006, qui sont indéboulonnables. Cela ne peut pas faire bouger une dynamique économique assez sérieuse. Il y a au niveau de certaines directions générales qui ne sont pas forcément très bien connues au niveau de l'agriculture, au niveau de certains ministères. Il y a des petites directions là où normalement, si on faisait bouger cette direction, les choses allaient beaucoup mieux, l'économie devait peut-être en profiter. Donc le chef de l'État est peut-être dans une logique de réforme qui doit être élargie à tout ce qui constitue aujourd'hui les directions à vie, les reproches qu'on inflige surtout à certaines sociétés, à leurs responsables et tout ça là. Le chef d'État devait aller plus loin. C'est pourquoi, pour l'instant, nous saluons, même si nous ne sommes pas pleinement, je le dis, au niveau de notre organe, d'accord avec le bombardement de M. Malik, parce qu'on dit qu'il a des diplômes, on n'a pas dit qu'il a travaillé dans une institution et auparavant, il a fait ses preuves, il a donné une nouvelle dynamique. On n'a pas dit ça, on a dit qu'il a fait de belles écoles, oui, d'accord. On a employé les gros mots, les gros diplômes, après il a été bombardé, et on va voir ce qu'il est capable de faire, mais il faudrait beaucoup plus aller dans le sens de l'expérience. Il faut prendre ceux qui ont le minimum d'expérience, mettre les nouveaux venus, ceux qui ont peut-être de grands diplômes, rester et apprendre à avoir cette expérience, acquérir une certaine expérience dans la boîte ou bien dans une autre boîte similaire afin de pouvoir remonter. Et cela donne beaucoup plus un suivi et une traçabilité en matière de gestion de cette institution. Mais bon, c'est toujours bien de placer un jeune et c'est toujours bien aussi de lui donner les moyens. Loïc le dit, je l'avais dit, il y aura des résistances, mais les moyens, qui devaient lui donner les moyens? Le chef de l'État, s'il se plaît que voilà, à tel niveau, il y a un blocage, il y a une résistance, il y a des magouilles à tel niveau et à tel autre, il faudrait qu'il soit écouté par les autorités togolaises afin de pouvoir, qui doivent lui faciliter en quelque sorte la tâche afin qu'il puisse atteindre l'objectif que le chef de l'État lui a assigné. Deuxième sujet de cette émission, nous allons parler donc de la création de l'Agence nationale des grands travaux qui est rattachée à la présidence de la République. Parmi les décisions prises par le Conseil des ministres du jeudi 9 octobre 2014 figure en bonne place le décret créant l'Agence togolaise des grands travaux. Cette décision a été confirmée par le dernier Conseil des ministres. Cette agence, nous dit-on, permettra à l'État de mieux promouvoir les activités économiques et particulièrement celles qui sont du ressort des interventions étatiques et des personnes morales de droit public. Votre réaction, Loïc Lapson? C'est dans la même ligne que celle de la réaction précédente. C'est une bonne chose de créer une agence. Maintenant, pourquoi on a créé l'agence? C'est justement parce que, à un moment, je crois que la puissance publique ou l'exécutif a compris qu'il y a trop de magouilles, qu'il y a trop de corruption, qu'il y a trop de copinage et tout ce que tu sais, gabégie, concussion, autour de la gestion de l'affaire publique et surtout des grands travaux. Ça l'a prouvé. Quand tu prends les entreprises comme les TP, les entreprises, les institutions d'État comme les travaux publics, quand tu prends certains projets au niveau du plan, au niveau de l'agriculture, que de la magouille, il y en a plein. Et le chef de l'État est convaincu que par tous les grands travaux que le Togo a connus ces derniers temps, il n'y a aucun doute que les gens se sont enrichis de manière illicite. Et la presse, Dieu seul sait qu'elle a dénoncé. Même si, quand la presse dénonce, on n'aime pas. On préfère passer par des moyens pour la faire taire, la hack, machin, pour la faire taire. Mais j'avoue que moi, je salue cela. Parce que je suis convaincu que la raison principale, c'est justement parce que l'exécutif veut voir clair.
au niveau des passations des marchés, qui gagne quoi, qui ne gagne pas quoi. Dieu seul sait, moi, on ne va pas le dire ici sur le plateau, mais Dieu seul sait combien de milliards les gens brassent pour un seul marché. Des retours commission. Mais bon Dieu, Dieu seul sait. Et Dieu seul sait la qualité des travaux qui nous sont fournis. Quand on regarde un peu les routes qu'on a aujourd'hui, c'est bien beau, mais on en a pour combien de temps? Tu roules sur des routes qui sont nouvellement acquises, mais sur lesquelles tu sens qu'il y a des cassis façon, quand la route n'est pas bien droite, tu le sens. On n'a pas besoin d'être professionnel pour le savoir, mais on te dira que les travaux sont allés très vite. Bon, parce que à part le moment quand tu approches l'entrepreneur, il te fait comprendre que le ministre a pris tel, ce monsieur a pris tel, il ne me restait que ça, j'ai fait ce que j'ai pu avec le peu de moyens que j'ai. Maintenant, comme c'est la présidence elle-même qui va piloter cette agence, ça se fait dans les autres pays aussi, il y en a, et la présidence va veiller à ce que, d'abord, la passation des marchés, les appels d'offres se font dans les règles de l'art, et qu'après, quand les travaux sont faits, que les entreprises de technique qui font le contrôle ne soient pas elles aussi corrompues pour faire des contrôles passifs, parce que c'est ce qu'elles font souvent, et afin que les Togolais puissent avoir des œuvres qui vont durer dans le temps. Et c'est pour ça, moi, je dis, c'est une très bonne chose. Maintenant, quitte à savoir c'est qui, puisque c'est vrai à la présidence, mais c'est qui va être à la tête de cette agence. Ça, on verra. Voilà. Est-ce le chef de l'État lui-même en personne ou bien qui? Je ne sais pas. Ça, on verra. Alors, Carlos Quito, pourquoi créer aujourd'hui une agence nationale des grands travaux alors que nous avons à côté la direction des travaux publics qui existe depuis? Oui, le thème réel, c'est l'ATGT, l'Agence togolaise des grands travaux. Je pense que l'expérience a montré depuis 5 ans, depuis quelques années, que le milieu des travaux publics est pourri, est infecté, est empoisonné de magouilles, de malversation et d'attribution de marché de façon forfaitaire. Et puis, il y a trop de désordre un peu dans ce milieu. Et on accuse souvent le ministère des Travaux publics et le ministère des Finances d'être au centre de toutes ces irrégularités qui marquent les travaux. La preuve, le contournement de la faille d'Aljo est repris à zéro, parce que entre-temps, le bureau de contrôle qui a fait des remarques aux Chinois que voilà, les travaux ne sont pas bien effectués, n'a pas été écouté. Et après, quand on a constaté que les travaux ont été mal faits, la presse a dénoncé, le directeur des travaux, le Chinois, il a été viré et on a recommencé les travaux. Actuellement, à l'heure où nous parlons, la voie qui mène à notre nouvel aéroport, ce flambant neuf, cette voie est toujours minée par des imperfections. On replâtre, on casse, on construit, et à ce jour, la route n'est pas encore finie. Mais quand vous prenez le boulevard circulaire, les travaux que le Bomafa a donnés ne sont pas finis. Quand vous prenez l'avenue, je ne sais pas, de la CDA ou bien la voie qui quitte le carrefour Bodjona vers le rond-point douane de Gomé, là également, c'est la catastrophe. Quand il pleut, la voie est inondée. Même le grand contournement qui a été construit aujourd'hui souffre déjà de certaines imperfections. Parce que à des niveaux donnés, on constate déjà que la route est en train d'être. Donc, il faut maintenant une agence togolaise des grands travaux, selon les informations que moi j'ai, pour essayer d'amputer le ministère des infrastructures des travaux publics de son bras opérationnel. Parce que comment les attributions s'organisent, c'est que il y a les opérations d'attribution et d'exécution qui sont portées par le ministère des Travaux publics. Et c'est dans ces relations-là qu'il y a souvent des ententes, des concubinages, des magouilles. Maintenant, cette agence va se charger maintenant de l'exécution et le ministère des Infrastructures des Travaux publics va être tout simplement une institution de planification. De planification. C'est-à-dire qu'il planifie, voilà comment ça va se passer, tout ça là. Et tout ce qui va être attribution et exécution, c'est cette agence des Togolaises des grands travaux. C'est une bonne chose parce qu'on est, d'après mes informations, on est en train de vouloir ériger cette agence comme une certaine OTR. Un office qui permettra d'avoir des commissaires, des responsables à tous les niveaux, attribution, exécution, contrôle.
et l'État va prendre sa responsabilité pour mieux suivre. Maintenant, reste à savoir qui va être nommé à la tête de cette agence qui est directement rattachée à la présidence de la République. Est-ce que au niveau du ministère de l'économie et des finances, il y a des incidences de la création de cette agence sur le ministère, parce que le ministère de l'économie et des finances a aussi des responsabilités, est souvent interpellé dans les exécutions, dans les magouilles qu'il y a au niveau des travaux. Donc tout cela, il faudrait le faire avec méthode. On attend de voir qui les autorités togolaises vont nommer pour être à la tête de cette agence et comment tous les démembrements, tous les départements vont être mis en veille pour que le travail puisse s'effectuer avec compétence et pour qu'on connaisse moins de malversation dans les travaux publics. Cela permet naturellement d'obtenir des infrastructures qui ne s'ouvrent pas de ces insuffisances qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je rappelle que cette agence existait au Bénin sous Yahya Boni, mais quand Patrice Talon est arrivé tout récemment, il a dissous l'agence parce que la trouvé c'est un peu budgétivore. Alors pourquoi nous on prend ce que les autres ont rejeté ailleurs? Non, ben tu sais, si Talon depuis son arrivée, il ne fait que dissoudre ou bien balayer d'un revers de la main pratiquement tout ce que son professeur a mis avant lui, et parce que Talon pense que tout ce qu'Yahya Boni a fait est composé que de magouilles et consorts. Donc au Bénin ça peut ne pas marcher, mais chez nous on espère que ça va marcher, parce que c'est l'idée derrière cette agence qu'il faut voir. Nous, toutes les attributions, qu'est-ce qu'elle fera, qu'est-ce qu'elle ne fera pas, quelles sont les personnes qu'on va mettre qu'on va coopter au sein de cette agence. C'est les choses comme ça, leur moralité, de quoi ils sont capables. C'est ça qui fera. Et là, ce qui est encore plus grave, c'est qu'elle est mise sous la tutelle de la présidence. Mais ça veut dire que le vrai patron, non. C'était le cas Bénin aussi. Oui, mais tu sais la preuve au Bénin, ça n'a pas marché. Les Béninois ont sanctionné Yahya Boni pour toutes ces raisons, parce qu'ils ont pensé qu'il y a trop de magouilles autour de tout cela. Là, c'est le chef d'État, en réalité, même s'il ne va pas diriger directement, comme c'est sous la présidence, il est le premier patron de cette agence. Ça sera comptable. Voilà. Il sera comptable, il n'y a pas droit à l'erreur. Et la presse veillera, nous on fera notre travail de guillaume, à ce que même si c'est à la présidence, que les travaux soient bien exécutés, que la passation de marché se passe dans les règles de l'art. Et tu sais, la RMP ne cesse, qui est une institution d'État, ne cesse d'épingler chaque fois dans ses rapports des entreprises étatiques qui font mal, qui ne respectent pas les règles en matière de passation de marché. J'espère que la RMP aura le courage, quand cette agence va essayer de faire mal les choses, la RMP aura le courage de l'épingler, de dire à tel niveau, ça a été mal fait. Parce que aussi, parfois, l'erreur, tu sais, quand c'est souvent directement la présidence qui gère, parfois aussi, comme il y a les mauvais conseillers et les mauvais conseillers et leurs intérêts qui sont en jeu, parfois aussi, on s'arrange pour donner le mauvais conseil à qui il faut, en lui faisant croire que c'est telle entreprise ou tel monsieur qui peut le faire, ou bien tel monsieur est le nôtre, il est avec nous, il faut lui donner. Ça aussi, ça fait que les travaux ne marchent pas. Parce que quand on veut faire évoluer un pays, on ne cherche pas forcément à regarder la couleur politique du chef d'entreprise qui va exécuter tes travaux. Ah, monsieur le président, ou tel monsieur le directeur de l'agence, si vous donnez ça à tel Carlos Ketaou, c'est un opposant, il lui donne les moyens de nous combattre. Si le patron de cette entreprise s'appelait Carlos par hasard, mais écoute, lui, il n'est jamais avec nous, on l'a vu l'autre fois, il était chez tel. Tu vois, alors la première question à se poser, est-ce qu'il a les moyens, la compétence, la matière pour faire les travaux? Voilà, comment je veux que nous, en tant que Togolais, on puisse réfléchir. Qu'on ne réfléchit pas en regardant la couleur de la politique de la personne, mais plutôt la compétence de la personne. Parce que là, en le faisant ainsi, je crois qu'on aura des ouvrages bien faits, techniquement, et tout sera respecté. Et ça, c'est pour le bonheur des Togolais. Regarde la route qu'on a fait au niveau des Todman. Regarde comment ils sont en train de casser un peu la route, de revoir. Comme si, chaque fois, à l'heure où je te parle, c'est comme si les gens n'ont pas réfléchi à l'avance. Et c'est une grande société qui a fait ce travail. Une très grande boîte. C'est maintenant on est en train de casser pour prévoir là où il faut mettre les lampadaires. C'est pas grave ça. Il faut sanctionner. C'est très grave. Et tout le temps, il y a des accidents. Tout le temps. Le rond-point est extrêmement grand. On va te dire que ce rond-point, c'est la norme UEMOA.
C'est la chanson qu'on nous chante maintenant, que c'est une norme. Mais j'ai remarqué qu'ils se sont rendus compte, et là, ils sont en train de diminuer. Ils ont essayé d'élargir un peu la voie, même si, et avec des blocs en béton, pour permettre de réduire un peu pratiquement la taille du rond-point en arrivant. Et tout ça, on te dit, c'est des professionnels qui ont fait le travail, c'est des chevronnés, ils ont des diplômes de ceci, c'est des vieilles entreprises. Mais voilà des erreurs qui sont là patentes. Des trucs assez graves pour lesquels, à mon avis, il faut sanctionner, parce que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, le ministre des Travaux publics, une femme est passée par là en disant, ah, mais ça, ce Jacques Satom a fait un bon travail, que c'est du bon boulot. Mais voilà ce qu'on constate là-dessus tous les jours et chaque jour que Dieu fait. C'est triste. Il est 10h33 sur nos antennes. En principe, on devait recevoir tout à l'heure l'invité. On ne le voit pas. On attend toujours en studio. Le professeur Magloire Kokovi n'est pas encore là, donc on espère qu'il sera là. D'ici là, on continue le temps qu'il nous rejoigne. Hein. Oui, justement, moi je crains que la création de l'agence rattachée à la présidence puisse avoir un effet contraire. Et Loïc l'a dit tout de suite, vous savez, parfois il y a tellement de conseillers il y a tellement de groupes d'intérêt à la présidence que tout ce qui est rattaché à la présidence tombe comme une manne qui est tombée du ciel et que c'est un gâteau qu'il faut se partager rapidement. C'est la crainte que moi j'ai au niveau de la création de cette agence, parce que la présidence togolaise n'est pas exempte de critiques en matière de gestion et en matière de son implication dans certaines malversations. La présidence togolaise, nous avons eu également à critiquer parfois le silence ou le mutisme des autorités de la présidence face à des défaillances qui sont criantes, face à des dénonciations. C'est pourquoi, moi je me dis, le fait d'avoir attaché à la présidence devrait être un signal et devrait être également un test pour la présidence de pouvoir nous prouver aujourd'hui qu'elle est au-dessus de la mêlée. Et que la présidente de la République, le chef de l'État et ses conseillers, Dieu seul, ils sont très nombreux, ne sont pas là juste pour voir les jeux d'intérêt, pour voir ce que nous pouvons tirer et casser l'autre pour gagner parce que je suis proche de tel, je suis proche de tel. Tout cela ne peut pas faire avancer le pays, tout cela ne peut pas faire avancer les institutions qui sont rattachées à la présidence. Dans certains pays, on l'appelle Ageroute, et ça existe en Côte d'Ivoire, ça existe au Mali et au Bénin, avant que Patrice Talon soit en train de faire des réformes. Tout cela, ça permet de pouvoir donner une certaine autonomie pour l'exécution et pour la transparence dans les infrastructures. Aujourd'hui, d'après les informations, il a cité le cas de l'avenue de la Victoire, Tondouane. Je sais que là, il y a eu beaucoup de critiques qui sont parvenus dans la mesure où il y a des gens qui ne respectent même pas les panneaux. Il n'y a pas de lumière. Mais mes informations me disent que les lampadaires ou bien l'électricité n'étaient pas prévus sur la voie. C'est l'autorité politique qui donne le cahier de charge. Construisez ça. Mais nous, pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire les trucs là. Peut-être que c'est maintenant que les autorités vont trouver les moyens de prévoir l'électrification de la route. Je suis d'accord. Il y a des travaux de tracé. Il y a des travaux de tracé, tout ça là. Ils ont même mis une caméra pédagogique récemment qui présente la limitation de vitesse, les radars pour vous dire que voilà, il faut faire attention, vous êtes à 50, vous êtes au-delà de votre vitesse, tout ça là. Ils ont fait ça. Mais moi, je pense qu'il est très important dans ce cas de pouvoir suivre à la lettre au fur et à mesure que les travaux évoluent. Il ne faut pas attendre à la fin des travaux pour venir constater les dégâts. Aujourd'hui, la route Lomé-Vaughan, mais on a fait 5 km de piste les 5 km sont carrément dans l'eau parce que c'est une zone marécageuse au niveau de un peu devant Kégué, tout ça là. Vous allez constater qu'on a fait 5 km de piste qui ne sert à rien. Il faut voir pourquoi le boulevard des Armées n'a pas démarré depuis que les travaux ont été lancés. C'est resté là, la route est bloquée et ça affecte tous ceux qui ont des activités sur cette voie. Il y a beaucoup d'autres exemples. Pareil pour Jean-Paul II et dans d'autres quartiers. Mais il faudrait que le chef de l'État, les autorités de la présidence puissent être à la hauteur, c'est-à-dire qu'au-dessus de la mêlée, pour assigner à cette agence une certaine responsabilité. Et puis, moi, parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord avec la RMP qui n'en fait pas assez pour dissuader ceux qui exécutent les travaux. Dans la mesure où, vous voyez,
il y a des choses qui se font, et il y a des dégâts qui sont causés, mais apparemment la RP n'est pas au courant. Même quand on l'informe, on ne semble pas sentir une certaine sanction. Moi, je connais des sociétés qui sont sur la liste noire de l'RMP, mais qui ont actuellement encore des marchés qui continuent d'exécuter. Vous permettez là, ça ne le permet pas. Vous permettez de pouvoir assurer certaines transparences. Nous allons marquer une pause et derrière on revient pour l'émission. Je disais qu'on va marquer une pause. Si la technique est prête, on va marquer une pause pour venir poursuivre l'émission tout à l'heure. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 2h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre des journalistes et des experts. Retour en studio avec nos invités. Je vous rappelle que nous devons recevoir le professeur Bangoura Covid dans la deuxième partie. Jusqu'à présent, il n'est pas là, mais on va continuer l'émission. On va aborder des sujets politiques. On a vu, la semaine dernière, on a appris que des gens qui étaient inculpés dans l'affaire des incendies de Kara et de Lomé ont vu leur inculpation, ça a été annulé. Et il y a même un qui a été libéré. Alors d'abord, il y a aussi notre confrère, Joseph Zervo, qui aussi a vu l'inculpation annulée. Votre réaction? Oui, je ne veux pas dire que c'est drôle, mais je me dis, si c'est à cela que tout ce cinéma va aboutir, je pense que c'est vraiment dommage pour notre démocratie, où on arrive déjà, même certains sont morts dans cette histoire, où on inculpe des gens qui sont privés d'une certaine partie de leur liberté, et après on vient dire que bon voilà, tout cela, leurs inculpations ont été annulées. Maintenant, inculpation annulée. Qui a brûlé les marchés du Togo? Qui a brûlé les marchés de Kara et de Lomé? Il faudrait maintenant qu'on le sache. Qu'est-ce que la justice a fait? Qu'est-ce que les informations judiciaires ont donné? Qu'est-ce que les résultats des enquêtes qui ont été diligentées ont donné? Il faudrait que les Togolais puissent le savoir. Mais en même temps, je pense que c'est une réponse à la requête permanente des partis d'opposition, notamment de l'ANC, qui conditionne certaines participations, qui conditionne certains débats à la levée de ces inculpations sur les personnes accusées d'avoir incendié les marchés. Bon, c'est une ouverture, certes, mais il faudrait que quand on prend une décision, une aussi importante, qu'on puisse nous expliquer les contours. Les Togolais veulent savoir aujourd'hui dans quelles conditions ces inculpations, d'abord ces inculpations ont été infligées à ces personnes, dans quelles conditions maintenant elles ont été levées et qui sont les vrais auteurs des incendies au niveau des marchés. Ça, c'est une question de droit, c'est des questions juridiques que vraiment on devait nous clarifier, que ce soit au niveau du procureur, au niveau des autorités juridiques. Il faudrait qu'on en sache davantage afin de pouvoir savoir que nous sommes dans un véritable état de droit et de démocratie, et que nous ne sommes pas dans une monarchie où à tout moment le chef décide et puis après il revient sur sa décision. Loïc Lançon, on a vu donc que certains inculpants ont vu leur inculpation annulée, mais il y a aussi d'autres qui ont vu leur inculpation maintenue. Par exemple, le chef de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, il ne fait pas partie de ceux dont l'inculpation est annulée.
Bon, peut-être que d'ici la fin de cette émission ou jusqu'à demain, on apprendra que son implication est si élevée. Tu sais, il faut d'abord, pour moi, saluer le fait que la justice ait pu avoir le courage de ne pas chercher à foncer comme droit dans le mur, sachant bien qu'il n'y a rien devant. Elle a pu comprendre que ces messieurs ne sont aucunement mêlés dans cette histoire d'incendie et la justice a pris son courage pour essayer de lever cette inculpation. Ça, il faut le saluer. C'est à l'actif de cette justice. Mais ce qu'il faut aussi déplorer, c'est que c'est trop facile qu'on puisse inculper quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pratiquement, et qu'on le prive de ses mouvements, parce que pour pouvoir voyager ou truc, tu dois demander l'autorisation, et qu'un matin, on se dit que bon, voilà, maintenant c'est bon, tu es libre. Mais en le faisant, c'est une bonne chose. La justice devait, et c'est ce que nous avons toujours reproché à notre vie, au moins le procureur expliquer pourquoi. Quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a constaté... Il fallait communiquer autour de ça. Parce que quand vous ne communiquez pas, vous permettez aux gens de dire de spéculer. On ne peut pas, pour un dossier aussi sensible, qui a mis pratiquement l'économie du pays à terre, qui a fait des morts, parce que parmi les commerçantes et commerçants, il y a plusieurs qui sont morts, des paralysés, des traumatisés à vie, et comme ça, on ne communique pas autour du dossier. J'ai dit, ce n'est pas bien, on est en 2016, ça n'existe pas. Pour des petits trucs, si vous voyez dans d'autres pays, pour rien du tout, tant que c'est une affaire publique, ça concerne les personnes publiques, on essaie d'expliquer autour, pour dire voilà pourquoi, voilà ceci, voilà cela. Mais là, chez nous, on ne voit pas ça, ce n'est pas une bonne chose. Mais maintenant, on espère que très vite, ils vont aller au jugement. Parce qu'il faut que la lumière soit faite au cours de cette affaire. Et pour découvrir les coupables. On tient à ça, les Togolais dans leur ensemble tiennent à ce que la lumière soit faite. Dans cette affaire, pour savoir qui est qui a fait quoi, qui n'a pas fait pourquoi. Parce que c'est seul au jugement qu'on peut le savoir. Mais moi, mon inquiétude aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, le corps du délit n'existe même plus. C'est-à-dire, le corps du délit a disparu. On a démoli le bâtiment. Voilà. On a envoyé des experts pour venir. Les experts sont venus. Ils ont fait un rapport. Et le rapport est jusqu'à présent confidentiel. Oui, le rapport est confidentiel, personne n'a rien, la presse n'a pas encore en tout cas mis la main sur le rapport pour qu'on comprenne ce qui s'est réellement passé. Mais à ce jour aussi, il faudrait, on démolit le corps de lui. Alors qu'au cours du procès, dans des moments comme ça, il peut arriver qu'on demande qu'on puisse retourner sur le lieu, voir comment ça s'est passé, on va constater certaines choses. C'est comme ça que ça se passe. Mais le corps du lit, là, je ne sais pas comment ça va se passer. Et puis les experts français, israéliens... Oui, c'est pour ça que je dis on n'a pas au moins accès à ça. Si on avait accès, on allait comprendre ce qui s'est passé. Maintenant, moi, mon inquiétude, c'est que bon, on ira à un procès, il y aura encore non-lieu pour ces personnes. Le reste, les personnes emprisonnées, parce qu'ils n'oublient pas aussi qu'il y a des morts. N'oubliez pas non plus que des gens parlent devant les camarades, c'est eux les auteurs. Oui. On a vu des gens parler pour dire c'est eux les auteurs. Mais après aussi, les mêmes personnes, on les a rencontrées, elles nous ont dit des choses. Moi, je l'ai rencontré, Loum, je l'ai rencontré, et j'ai entendu d'autres choses. Donc, c'est seul au jugement qu'on aura la preuve. Et n'oublions pas aussi que certaines personnes ont eu le courage de doiter directement un autre groupe de personnes pour dire que, et de les citer nommément en disant que voilà, c'est tel qui ont des incendies. Dans notre pays, on aurait dû appeler ces personnes, les convoquer et les écouter. Mais jusque-là, non. Parce que quand tu dis c'est tel qui a fait, on doit l'écouter. Même le juge doit l'écouter pour comprendre est-ce qu'il a fait quelque chose. Mais là aussi, ce n'est pas certaines personnes, c'est l'opposition qui a fait son enquête et qui a sorti des noms. Et comme le hasard n'existe pas, au moment où on est en train de lever l'inculpation de ces leaders d'opposition qui étaient accusés, c'est à ce moment qu'on limoge un certain monsieur Akrima Gogoé que l'opposition a accusé d'avoir fourni des kérosène pour incendier les marchés. Donc, il y a cette drôle de coïncidence-là qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi je crois qu'il est très important de pouvoir se fixer dans une situation d'état de droit où la justice doit prévaloir, où on doit expliquer les actes et faits de la justice, les décisions de la justice. On peut se lever et tous ceux qui ont été victimes, quel dédommagement on est en train de leur réserver, quel sort on est en train de leur réserver.
Ceux qui sont morts, quelles sont leurs réserves? Et maintenant, en matière d'impunité, ceux qui ont incendié, quelles sanctions on leur inflige si on les trouve? Tout cela doit être compris par les Togolais. On ne peut pas se lever un bon matin et prendre une décision aussi importante et dire que voilà, et que la vie continue. C'est pas normal. On va évoluer, on va parler du CAR. On a vu encore la semaine passée, le président en exercice, Maître Apevon Doudia, a sorti une très longue lettre qu'il a adressée aux fédérations par rapport à la situation qui prévaut au sein de ce parti. Et on a vu que Maître Apevon accuse, cette fois-ci directement, Maître Agbouebo de vouloir tenir la manette, de manipuler les gens, même de recourir à la corruption pour essayer de provoquer un congrès que lui-même en fait, empêche. Ça, j'utilise les termes de la lettre que j'ai eu à parcourir. Loïc, votre réaction par rapport à ce qui se passe au CAR depuis plusieurs mois, plus de 6 mois déjà? Bon, il faut dire tout simplement, et par rapport au feuilleton CAR, moi je dis, bon, et Apevon, ce qu'il a écrit ou a dit n'engage que lui. Et j'attends, parce que ça devient un jeu de ping-pong. C'est Apevon aujourd'hui qui écrit cette longue lettre, comme tu dis. Demain, sûrement qu'Agbouebo va répliquer pour dire aussi le contraire. Et dans la lettre, moi, tout ce qui a retenu mon attention, c'est cette histoire cette accusation de corruption. Il accuse M. Agbouebo de corrompre certains cadres du parti. À mon avis, le débat n'est pas là. Le débat, il est ailleurs. Le CAR et Maître Apevon vient de faire demander. Certaines personnes demandent à la tête du CAR. Certaines personnes demandent à ce qu'au sein du CAR, qu'il quitte le parti, qu'il quitte la tête du parti et que quelqu'un d'autre arrive. Certes, une autre opinion dit carrément qu'ils veulent que Agbouebo revienne. Et pour moi, la seule solution, c'est d'aller à un congrès. Parce que nous sommes dans un parti, du tout dans un pays dit démocratique, on est dans un parti, les partis doivent aussi fonctionner de manière démocratique, ils ont des tests. Seul le congrès va départager. Moi, je ne sais pas pourquoi on hésite à aller à un congrès. Tantôt, le camp d'Agbouebo dit que c'est le camp de Apevon qui ne veut pas qu'on aille au congrès. Tantôt, c'est le camp de Apevon qui dit que c'est le camp de Agbouebo. Mais moi, pour moi, le seul responsable, et à ce jour, reste Apevon. Parce que Apevon doit avoir le courage, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête du parti, de convoquer un congrès. Mais il faut dire que M. Agbouebo dit que tant que la crise ne sera pas réglée, en amont, il n'y aura pas de congrès. M. Agbouebo n'est pas le patron du parti, à ce jour. Alors, celui qui est... Le président d'honneur. Le président fondateur aussi. Oui, mais qui n'a pas le pouvoir. Le seul qui a le pouvoir, c'est Apevon. Les tests demandent à ce que c'est lui qui convoque le congrès. Qu'est-ce qu'il attend pour convoquer le congrès? Comment convoquer un congrès quand c'est que les réunions dans les quartiers sont empêchées par des badauds de griffes? Alors, oui, là aussi, c'est pour ça que j'ai parlé tantôt d'accusations, contre-accusations. Là aussi, le président d'honneur du CAR, Agbouebo, a nié cela. Il a dit qu'il n'a jamais envoyé qui que ce soit. A appelé un congrès au Togo, il y a la police, il y a la gendarmerie et il y a l'État qui sont là pour encadrer ces genres de choses. A appelé au congrès et que seuls les militants puissent décider de qui va prendre la tête du parti. Carlos? Depuis que Maître Yaovi Agbouebo, qui est le président, le leader du CAR, a passé la main à Maître Apevon et est resté au même moment derrière les rideaux pour tirer sur les ficelles, nous avons compris que ce monsieur ne voudrait pas lâcher prise par rapport à la direction du parti. Et nous avions également publié des informations assez concrètes pour dire qu'il y a mal à la demeure dans la mesure où Maître Apevon, qui est le nouveau président du parti, n'avait pas les mains libres. Il était constamment influencé par Maître Yaovi Agbouebo, qui se trouve être le président d'honneur. Lui-même, il dit président fondateur, alors que ce titre n'existe pas dans les statuts, d'après l'autre camp. Et on ne peut pas être à la tête d'un parti. Et compte tenu de son âge, de son état physique et de certaines choses, qu'on décide de passer la main, au même moment, on pense que bon, voilà, les choses ne se font pas comme il le faut, ou bien comme moi je le veux, et revenir en vedette par rapport à ce parti. Ce n'est pas normal. Maître Yaovi Agbouebo n'a qu'à voir l'exemple des autres leaders d'opposition. Aujourd'hui, le Paul Nyenevi, le secrétaire général de la CDPA, a passé la main. On ne le sent plus, même si on le consulte de temps en temps au niveau du parti pour qu'il donne son avis sur certaines questions. Et en toute responsabilité, il faudrait que les partis d'opposition
donnent l'exemple de l'alternance, du sérieux dans l'administration de leur parti avant de chercher à donner des leçons, à interpeller les autorités politiques au pouvoir, le régime, pour dire qu'il ne faut pas faire troisième mandat, il ne faut pas faire ceci. Il faudrait que les partis d'opposition puissent donner ces exemples. Mais malheureusement, Maître Yahweh Agbegbo n'est pas en train de donner cet exemple. Lui qui parle de tenir un congrès. Mais si Maître Agbegbo, qui, comme le dit Maître Apevon, continue de manipuler des groupes de jeunes, parce que récemment, et après que James Amaglo, un cadre du parti, et les autres ont dénoncé les actes, les faits et gestes de Maître Yahweh Agbegbo qui empoisonnent l'atmosphère du parti, mais il a réuni certains jeunes proches de lui. Ça, ce sont des informations précises que nous avons. Et il a financé une partie de Bangoula pour qu'ils s'entendent dénoncer, pour dénoncer Maître Dodji Apevon. Et ce n'est pas normal. Il faudrait créer une certaine sérénité au sein du parti. Le problème au sein du parti aujourd'hui, c'est Maître Yahweh Agbegbo, puisque c'est lui maintenant qui est contre une certaine décision des membres légaux, des élus du parti notamment, et Maître Dodji Apevon, qui se trouve être le président du parti, et également certains cadres comme l'autre, James Amaglo. Il n'est pas négligent dans les prises de décision au niveau de ce parti. Il y a certains lassés par le comportement et la mauvaise direction du parti ont dû se mettre totalement à l'écart. Je veux parler de Maître Garon Idbo. Est-ce que vous avez encore entendu parler de ce monsieur? Il y a certains comme Jean-Jacques Idam qui sont partis et sont devenus vice-présidents du parti au pouvoir qu'ils ont toujours combattu. Il y a M. Gonet qui était un cadre financier de ce parti qui s'est détaché. Mais si, à des moments donnés, vous êtes à la tête d'une institution et que vous sentez que tout le monde part, remettez-vous en cause. Sachez que c'est vous qui constituez le problème et trouvez les solutions idoines pour sauver la barque si vous êtes attaché. Mais si vous continuez à résister, à tenir, à ne pas vouloir céder face aux demandes des populations, moi je pense que c'est vous qui en faites trop et que vous n'aimez pas, vous n'aimez pas ce que vous-même vous avez créé. Maître Agbegbo, il a pris de l'âge. Et il a été à la tête de ce parti, il a tiré le profit qu'il faut. Il a été Premier ministre, il avait tout ça là. Il n'a qu'à passer la main, il n'a qu'à laisser les autres faire pérenniser le parti plutôt que de continuer à être l'obstacle de ce parti politique, le quart qui était hier la fierté des Togolais. Rapidement, Loïc, on va clôturer l'émission. Non, mais juste dire que bon, mon ami Carlos, il a tourné autour du pot, il a dit les choses telles qu'il le pense, mais moi, j'ai dit, qu'est-ce que disent les tests du cas? Moi, je ne vais pas parler selon les sentiments que j'ai pour tel ou tel. Qu'est-ce que nous recommandent les tests du cas? À ce jour, les tests disent qu'il faut aller à un congrès. Pourquoi on ne va pas à un congrès? Aller en congrès, peut-être même que ce ne serait pas Maître Apevon ou Maître Agbegbo qui serait élu. Peut-être même les militants vont les départager. C'est ce congrès qui est constamment empêché. Non, moi je ne crois pas qu'aujourd'hui on peut me dire rien qu'on empêche un congrès. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, quand vous convoquez un congrès, vous demandez la sécurité. Mais qui a empêché le dernier congrès? Vous avez vu le courrier du Maître Agbegbo qui a dit non, tant qu'il n'y aura pas de règlement de la crise. Il dit dans dans un courrier, ça j'ai dit c'est à condamner. Lui il ne peut pas dire que tant qu'il n'y a pas consensus, c'est pour ça que j'ai dit, là aussi, moi j'ai dit, je condamne. C'est ce qu'il continue de faire. Non, aujourd'hui, il faut au moins convoquer le congrès, voir les militants vont se déplacer, les membres vont se déplacer à ce congrès parce qu'ils n'attendent que ça. La sécurité viendra pour faire ce qu'elle peut. Il a dit, mais Agbegbo est assez vieux, assez fatigué. Qu'est-ce que lui il peut venir faire? Il peut empêcher un progrès. Quand il viendra, les gens sont assez conscients. Moi, j'ai dit, les gens sont assez responsables. Face à certains enjeux, on ne badine pas. Que les jeunes
Je ne vois pas les jeunes en train de se laisser manipuler pour des miettes. Ils iront au Congrès pour faire éclater la vérité, nommer qui une fois à la tête de leur parti et que le parti aille de l'avant. Tu sais, quand tu prends au niveau du parti les Républicains en France, ça n'a pas été facile. Le retour de Sarkozy, il y a eu des coups de balle, et même au Congrès, ils se sont chamaillés. Au finish, vous rêvez d'un retour de Maître Yanvier à Douala. Personne n'a dit ça. Moi, j'ai jamais dit ça. Carlos, j'ai jamais dit ça. Il faut qu'il y ait un congrès. J'ai jamais souhaité son retour ou dit qu'il n'a qu'à revenir. Mais il veut revenir parce que son problème dit que dès c'est son problème. Moi, ce que je dis, ça ne va pas rester indéfiniment comme ça. C'est comme quand on gère les États. Les gens créent des crises artificielles comme en RDC Congo pour pouvoir perdurer au pouvoir. Alors que les tests disent qu'il peut aller aux élections. Au même moment, j'ai dit, on doit apprendre cela dans nos partis politiques, on doit apprendre à bien respecter les tests. Les tests sont là, le président n'a qu'à convoquer. Et quand il convoque, et quand Pebo fait sortir un courrier pour dire non, il n'y a pas congrès, là, on prendra acte. La population prendra acte. Convoquez au moins. Merci, chers confrères. Mesdames, messieurs, merci pour votre fidélité à LCV sur notre programme Toc Toc. Nous nous excusons auprès de vous pour le fait que notre invité ne soit pas arrivé. Avant d'entrer au studio, on l'a appelé, on a eu au téléphone, il a confirmé sa présence, mais on n'a pas eu, on ne sait pas ce qu'il a eu. Il y a eu un empêchement, on le saura après. Toutes nos excuses. On se retrouve mercredi pour une nouvelle émission. Je vous précise que mercredi, si tout marche bien, nous aurons dans ce studio Monsieur Agome Gabriel Kodjo, ancien premier ministre de Togo. Il est le président de OBU. Et merci Carlos, merci Loïc, mesdames, messieurs, bonne journée de la Ligue de Côte et à très bientôt.